Salut tout le monde, bienvenue à Loin de sans foot. Olivier Brett avec vous en compagnie de Jean Gounel, de Sidney Faux pour revenir sur ce qui se passe en Champions League des deux côtés de l'Atlantique, sur ce qui se passe à Chelsea. Ça fait tellement jaser. Un roman savon qui a un fond de très, très humain, mais qui plonge dans l'univers financier des milliardaires. Bref, ça va être une émission fascinante comme toujours, les gars. Comment ça va? Oh, ça va, je fais une semaine sans que personne me prenne la tête sur le but à l'extérieur, ça va. Attends, on n'a pas parlé de New York City FC qui a gagné contre Comunicaciones, là. Ça s'est fait au but à l'extérieur, ça. Puis c'est ce qui fait en sorte que tu passes. Je parle de la semaine qui vient de passer, OK, ouais, c'est ça. je sais. OK, on va rentrer dans le vif du sujet, si vous le permettez, avec notre segment à domicile. J'ai mis la table pour un paquet de trucs, Sid, mais j'ai pas mis la table pour le CF Montréal qui a joué son troisième match de MLS le Mhm. week-end dernier. Ça a été une défaite face à New York City, justement, qui a gagné 4-1. Il y a beaucoup, beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte. Le calendrier où il y a une congestion monstre avec la MLS et la Ligue des champions. Il y a l'heure des coups d'envoi aussi, au-delà des déplacements qui changent sans cesse. Donc, la routine est difficile à installer, mais surtout, il y a des absents en raison de suspension. On pense à Romel Kyoto. En raison de blessures, on pense aux autres attaquants avec Toy, Sunusi, Ibrahim, Bjorn Janssen. Euh, il y a Rudy Camacho qui a été suspendu en tout début de campagne MLS aussi. Lequel de tous ces joueurs-là fait le plus mal jusqu'à maintenant? Je n'ai même pas parlé d'Ahmed Hamdi. C'est sûr que la question se pose puisque l'effectif est décimé pour tous les facteurs que tu as cités. Mais je me suis vraiment demandé, mais quel est le joueur dont l'apport aurait pu le plus changer l'allure du début de saison? On parle quand même de 3 défaites Mm. en MLS. Et je crois sincèrement que pour moi, c'est Samuel Piette dont l'absence fait le plus mal à ce groupe, qui force vraiment Wilfried Nancy à jouer dans un système qui n'est pas nécessairement celui dans lequel il jouerait. On a, avec un Ismaël Koné, un profil relayeur plutôt offensif aux côtés de Wanyama, qui n'est pas nécessairement le rôle, qui n'est pas du tout même le rôle d'un Samuel Piette, Mhm. et aussi parfois qui, lorsque tu vois à quel point défensivement l'équipe souffre, euh, il est vrai que pour moi, Samuel Piette serait sûrement celui qui apporterait un peu plus de stabilité dans cette brigade défensive qui est là, pour moi, la plus grosse déception, et peut-être parce que j'avais vraiment beaucoup d'attentes dans les standards qui ont été mis l'an dernier, et le talent des joueurs Mhm. qui sont là. Donc je me dis que pour arriver à cet équilibre qu'on a eu, Samuel Piette est sûrement celui voilà, qui manque le plus. J'ai beaucoup hésité avec un Toy, parce que je crois aussi que Toy en santé forcerait une autre animation offensive du côté de Wilfried Nancy. Je pense pas que Toy aurait été juste mis sur le banc après, avec sa saison de l'an dernier. Donc forcément, Kyoto, tu peux pas mettre sur le banc. Toy, je ne pense pas, et Mihailovic non plus. Donc les trois, il faut que tu t'arranges avec devant. Mais Piette, parce que défensivement, c'est pas au niveau attendu. Trois petites choses par rapport à ça. Mason Toy, un autre facteur au-delà de l'animation, c'est un gars qui tente de l'extérieur de la surface de réparation, chose que tu vois très peu depuis le début de la saison. Rappelle-toi, en début de saison 2021, ces deux buts extraordinaires, c'était sur les deux premiers matchs de la Mhm. saison, si je ne me trompe pas. C'est Mhm. de l'extérieur de la surface. Quand est-ce que tu as vu quelqu'un faire ça? Il y a Mathieu Choignard qui a frappé la barre, là, il y a quelques rencontres, mais ça, c'était sur un corner, c'est peut-être un peu différent. Après, sur tes attentes en défense, on n'aurait pas eu les mêmes avant, on n'avait pas les mêmes avant l'annonce du retour de Rudy Camacho. Je pense que c'est ça qui nous a fait considérer qu'on pouvait juste revenir au même niveau que l'an dernier et les attentes que tu as, je les partage. La dernière chose, Jean, c'est que une présence de Samuel Piette, évidemment, on pense tout de suite à l'apport défensif pour colmater des brèches parce que c'est le pain et le beurre de Samuel Piette. Mais ce que ça ferait aussi, sa présence généralement plus basse sur le terrain que les autres que Wilfried Nancy utilise à sa place, entre guillemets, là, parce que Sid l'a bien dit, c'est pas du poste pour poste, c'est que ça enlève de la pression à Victor Wanyama pour relancer court. Et combien de fois on a vu Wanyama être la seule issue et plutôt que de jouer plus haut sur le terrain parce que cette issue-là est bloquée, on joue quand même sur lui et il se fait prendre. Alors que l'année passée, souvent, il sortait du trouble. Mais là, quand tu en as deux, tu en as trois sur le dos parce que Piette n'est pas là à tes côtés plus bas pour offrir une autre issue,
c'est là que tu te ramasses en difficulté. Donc, il n'y a pas juste défensivement, il y a à la relance de derrière où la présence de Piet pourrait être utile. Ouais, il y a d'abord effectivement l'utilisation du ballon, très clairement. Mhm. Et quand tu parles d'un rôle de, j'appellerais ça chien de garde, mais chien de garde, ça donne l'impression que c'est uniquement défensif, alors que c'est pas vrai. C'est quelqu'un qui va épauler Wanyama dans toutes les phases de jeu. Et c'est évident qu'avoir quelqu'un qui est relativement à côté de lui, qu'il connaît bien, hein, parce que maintenant il y a une habitude de jeu entre les deux, ça évite le but qu'ils prennent contre New York, par exemple, hein, très clairement, Mhm. parce que ça crée une option supplémentaire. Tu vois qu'il y a une interrogation de la part du gardien au moment de la relance, que la relance, elle n'est pas heureuse parce qu'il y a déjà un mouvement de pression qui arrive sur Wanyama et que lui, en plus, tente un geste qui rate complètement pour redonner son ballon en une touche. Donc, clairement, il y a tu vois bien dans cette situation-là qu'il y a qu'une solution supplémentaire aurait permis d'avoir une relance plus propre, plus variée et clairement une meilleure façon de sortir. Donc oui, j'étais pas mal autour des mêmes interrogations que Sid, hein, c'est-à-dire Piet d'un côté, Toy de l'autre, parce que clairement dans l'expression de l'équipe, ce sont deux joueurs qui ont apporté beaucoup, qui ont beaucoup participé à la stabilisation rapide de l'équipe l'année dernière. Et Mhm. ça, c'était très très important, parce que défensivement, c'est vrai, tu te dis, quand tu as Camacho et l'année dernière, Camacho, on est pas mal tous d'accord pour dire que ça allait. Ah ouais. Bon, il y a eu toujours un petit moment, mais d'une façon générale, ça tenait bien la route. Quand tu lui mets deux internationaux canadiens autour, comme Johnson et Mea, te dis, Devrait être OK, correct. Ah ouais. Mhm. tu dois pouvoir aller assez loin quand même. Donc ça c'est bon. Effectivement, c'est un étage au-dessus déjà, mais et là encore, comme tu le dis, c'est à la fois défensivement, sans le ballon, et à la fois avec l'utilisation du ballon, qui a un flottement, parce que Wanyama, par moment, il a l'air un peu perdu. Et il a l'air de ne pas savoir quelle décision prendre. Est-ce que j'avance un peu plus? Est-ce que je reste un peu plus collé? Est-ce que je tiens un peu plus le ballon? Où sont mes solutions? Et c'est vrai que dans cette organisation-là, la présence de Piet à côté, c'est un gros bonus dans la qualité de conservation et d'utilisation du ballon vers l'avant. Ouais, ça devient encore plus important, ces questions-là dont tu parles, qu'un Victor Wanyama peut se poser. Quand tu es au Yankee Stadium, tu joues dans une boîte d'allumettes, tout vient plus vite aussi. Donc, ça amplifie Yeah, les problèmes que tu as. Justement, complètement. pour revenir sur ce match-là rapidement, Sid, euh, est-ce que pour toi, on est arrivé à un point, parce que je pense que se poser la question sur la qualité balle au pied de Sébastien Breza, c'est un incontournable, là. Il faut que tu te poses la question après. Tu n'es pas obligé d'offrir un jugement fatal. Peut-être que tu crois à sa capacité à améliorer cette qualité au pied-là à l'entraînement, à prendre des meilleures décisions, mais est-ce que la porte pour toi est ouverte là, pour James Pantemis? Oui, forcément, forcément, avec les résultats, factuellement, l'équipe est en ce moment la pire défense de la MLS, avec ses 8 buts encaissés. Donc, forcément, tu dois parler du deuxième gardien, d'autant plus que tu as une situation où, à la base, le niveau entre les deux C'est gardiens pas un est, est deux. plus, Ouais. ouais, plutôt similaire. Donc, tu dois te poser la question. Maintenant, moi, je n'ai pas l'impression que ce soit du côté de Sébastien de Breza, véritablement, les déboires défensifs. C'est certain qu'il n'est pas nécessairement un top gardien dans le jeu au pied, mais même sur les erreurs défensives qui viennent de relances courtes, c'est pas nécessairement lui qui est responsable de ça. Mm. Donc c'est là où je trouve que la discussion a lieu d'être Ouais. parce que Pantémis est au même niveau que Breza sur Ouais. ben des aspects, parce que défensivement, ils sont au fond du classement. Par contre, peut-être spécifiquement sur le rôle de Breza, je me suis pas nécessairement dit ah si on avait changé Breza, pardon, euh, il y aurait eu des résultats différents. C'est là où je m'épète un bémol, même si ce soir il est aligné contre Cruz Azul ou qu'il soit aligné en fin de semaine contre Atlanta, Pantémis, je serais pas non plus choqué parce qu'il y a ce contexte que j'ai rappelé. C'est quoi? C'est intéressant parce que ça montre à quel point, quand on pense à un gardien qui joue balle au pied,
c'est rendu en 2022 qu'on pense systématiquement, et tu as tout à fait raison, à jouer court. Mais moi, le bout qui m'inquiète le plus avec Sébastien Breza, c'est quand il fait des passes de 30 mètres, de 40 mètres, le nombre de fois où ça se ramasse directement sur un adversaire, où ça s'en Mhm. va en touche, et que tu sois inconfortable sur des petits 1-2 avec Rudy Camacho, puis essayer de sortir quand la pression vient vite. Tu as des milieux de terrain de carrière là, qui sont dans la Ligue depuis 10 ans qui ont de la difficulté à faire ça. Moi, je suis prêt à l'accepter, mais c'est après, si tu veux pas jouer court, il faut que tu joues au milieu de terrain ou que tu joues en attaque. Et le nombre de fois où tu fais Wow, quel ballon joué directement sur la poitrine de l'attaquant, directement dans les pieds d'un ailier qui a de l'espace, ça arrive rarement. Et c'est ça le bout, moi, qui m'inquiète le plus parce que c'est la prochaine étape. C'est ce que Wilfried Nancy veut, que les adversaires se disent on va aller mettre de la pression haut, ils vont faire une erreur, puis là, hop, tu es capable de jouer plus long, que ce soit au sol ou dans les airs. Et c'est là où je ne vois pas encore les armes avec les pieds de Sébastien Breza. Tu as raison. Je ne pense pas qu'on a un échantillon suffisant pour trancher, mais pour ouvrir la conversation, plus parce que Pantémis a le niveau que parce que Breza ne l'a pas. C'est une discussion. Moi, là, je m'attends à voir Pantémis avant la trêve. Là, je m'attends à voir Pantémis avoir un match. Je pense que ce sera davantage le match d'Atlanta en fin de semaine. Et encore là, je pourrais me tromper. Jean, 13 éditions de Ligue des champions CONCACAF. 13 fois des champions mexicains. Est-ce que cette année, c'est la bonne? Parce que là, NYCFC a éliminé une équipe guatémaltèque. Tu as le CF Montréal qui est face à un club mexicain. Cruz Azul a gagné le premier match 1-0, mais ça a été beaucoup plus confortable, les victoires, face à des clubs mexicains des Revs de la Nouvelle-Angleterre, 3-0, et 3-0 aussi du côté de Seattle. Est-ce que cette année, c'est la bonne? Est-ce que c'est un indicateur suffisant à ce stade-ci de la compétition pour dire les équipes du circuit Garber ont pris du galon ou est-ce que c'est circonstanciel à 2022? Bonne question. Cette année, c'est la bonne. Je pense que cette année est une fenêtre, qui pourrait permettre vraiment de façon réaliste, à une équipe de la MLS de remporter la Ligue des Champions, parce que le niveau a monté quand même clairement et qu'il y a on le voit quand même, on le voit avec une présence régulière maintenant en finale, avec des équipes qui tiennent solidement leur niveau en finale, même si tu vois que dès que l'adversaire commence à hausser un petit peu son niveau, c'est un peu plus dur. Maintenant, pour cette année, je mettrais juste un bémol, c'est circonstanciel aussi, c'est que tu te retrouves aussi dans une situation où la qualité et les représentants de Liga MX ont une coche en dessous, net de ce qu'il y a eu ces dernières saisons. Quand tu vois. Tu es en train de nous parler, j'ai l'impression que tu es en train de nous parler de l'octogonal, là, parce que le Canada est bon. Je trouve que c'est un bon parallèle. Le Canada est bon, mais il y a aussi le fait que le niveau moyen en CONCACAF est une coche en dessous. Donc, ça donne un peu l'impression d'avoir fait un pas de géant vers l'avant. C'est un peu vrai. C'est un peu vrai, effectivement. Parce que, regarde, Santos Laguna, c'était quand même pas extraordinaire. Tu vois, déjà, Cruz Azul, c'est un petit peu mieux. Et encore, Cruz Azul n'est pas vraiment en tête de la Liga MX. Léon, qui a été bon l'année dernière, cette année, c'est pénible. Donc, ouais, il y a une opportunité très, très nette. Maintenant, effectivement, c'est pas sur une saison que tu vas pouvoir faire cette analyse-là. Je crois, regarde, peut-être pas sur 13 quand même. Mais c'est ce que les Mexicains ont fait, eux autres. OK, non, mais là, ça nous amène dans pas mal de temps, ça. Non, mais je prends comme exemple, regarde, 2016. 2016, tu as Leicester, tu as Tottenham, Arsenal et un Manchester City qui est comme ci, comme ça, qui vont en Ligue des Champions. Il n'y en a aucun en demi-finale. Est-ce que ça veut dire que le niveau des autres était meilleur? Non, c'est juste que cette année-là, il y a eu, pour un certain nombre de raisons, des équipes qui avaient très bien fait, mais qui clairement avaient beaucoup de difficultés à durer et à aller faire de bons résultats au niveau supérieur. Et te dis, cette année-là, tu as
c'est quoi, Real Juventus en finale, et tu as l'Atlético et Monaco en demi. Donc aucun club anglais, le seul qui soit arrivé en quart, c'est l'Est. Donc c'est clairement que quelque chose qui avait cloché cette année-là, ponctuellement, parce que les autres années, juste avant, juste après, il y a toujours eu 1, 2, 3 clubs présents en quart ou en demi-finale. Donc je ne voudrais pas faire de projection sur l'ensemble des deux ligues et dire waouh, cette année, datée, ou ça y est, maintenant on est à jeu égal. Il y a une belle fenêtre cette année, et il y a aussi le fait que clairement la distance s'est quand même atténuée entre les deux ligues. Oui, et je pense que là où il y a peut-être un cap, c'est psychologiquement. Tu vas toujours être capable, mettons, là, je dis n'importe quoi, tu te ramasses avec 3, 4 équipes de MLS, on va rêver un peu dans le carré d'as, mais psychologiquement, il y a quelque chose qui se passe. Il y a comme un point de fracture, Bien ça ne sûr, veut pas dire, ça veut c'est dire vrai. que tu gagnes. On va y aller avec 3 équipes de MLS et une équipe mexicaine, même si c'est l'équipe mexicaine qui gagne, à quelque part, tu te dis, on se rapproche, on avance, et à l'inverse, tu as des clubs mexicains comme ça a été le cas pour l'équipe nationale mexicaine qui se dit hey, on ne peut pas s'asseoir sur ce qu'on a fait sur les 12, 13, 15 dernières années parce que ça pourrait être dangereux pour la suite. Avant de passer au prochain sujet, Sid, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, c'est vrai que je voulais revenir sur le pool, sur le talent en question. C'est pas non plus n'importe quelle équipe de MLS. On parle d'un New York Oui, CFC qui avec un Castellanos qui sont franchement au-dessus du lot, champion en titre. Seattle, des habitués de la compétition, que ce soit via l'US Open Cup ou tout simplement via le championnat qui le remporte quand même aussi assez souvent. Et on a New England, les Revs, qui ont mis un record de points à l'échelle de l'histoire de la Ligue. On a 3 représentants clairement. d'une très très grande qualité, dont les résultats sont extrêmement récents. Le fonctionnement aussi de la qualification du côté de la Liga MX, c'est qu'on a des équipes qui ont performé parfois il y a plusieurs mois, qui ont avec des effectifs qui sont pas nécessairement les mêmes avec lesquels ils rentrent dans la compétition. On Exact. pourra, enfin, si on est rendu à ce niveau de détail, c'est qu'on peut dire que c'est des excuses, un peu comme le calendrier qui favorise les équipes de Liga MX, donc c'est très bien. Mais c'est pas non plus les équipes c'est pas les équipes de Monterrey, c'est pas Tigre, c'est pas Club Américain. On a cette année particulièrement des effectifs qui sont, enfin, des équipes mexicaines largement à la portée du top de la MLS qui s'est présenté cette année, et on l'a vu sur les matchs allés, même si je rejoins Jean quand Comunicaciones, qui n'est pas une équipe de Liga MX, est revenu à 3-2 puis 4-2, on s'est quand même posé des questions face à New York CFC. Donc il y a un écart qui s'est largement réduit, mais psychologiquement, tant que c'est pas gagné, il faut que ça se fasse avant qu'on puisse tirer les conclusions. Et il y a juste en MLS, en CONCACAF, que tu joues un aller au Connecticut et le retour au Guatemala. C'est la CONCACAF, on aime ça d'amour, la Ligue des champions. Bon, Sid, je vais t'amener vers un sujet un peu plus complexe que la comparaison MLS et Liga MX. On va passer à notre segment en temps additionnel. Paris Saint-Germain. J'ai eu l'occasion à la radio de parler avec Baptiste Durieux, qui est journaliste pour RTL France hier, puis il m'expliquait tout ce qui cloche en ce moment à Paris, et ça dépasse largement Messi, Neymar, Mbappé, tu as les ultras, tu as les propriétaires qataris qui, à quelque part, ont une carte postale en le Paris Saint-Germain pour le Qatar, mais là, tu as une Coupe du monde qui s'en vient, donc est-ce qu'après ça, on va lâcher les gaz un peu? La direction sportive, on a l'impression que c'est la déroute, ça va être remplacé. Pochettino, on a l'impression, 13 mois seulement après son arrivée, que pour lui aussi, c'est terminé. La prochaine étape, tu commences par où? On peut même aller encore plus loin sur le fait qu'il y ait beaucoup de joueurs qui soient indésirables, invendables. Il y a la valse des entraîneurs. On peut véritablement dresser un portrait très très sombre de tout ça. Mais en fait, finalement, moi, j'ai envie aussi de prendre un gros pas de recul et rappeler à partir de 2 chiffres l'arrivée des propriétaires qataris ça fait 10 ans. Et en 10 ans, on parle de 27 titres du côté du Paris Saint-Germain. 27 titres. Seul le Bayern fait mieux sur la période. Les 10 ans précédents, c'est 3 titres du côté du Paris Saint-Germain. Donc, on a des conversations qui sont normales, finalement, mais qui en même temps
27 titres. Combien de clubs signeraient pour avoir les problèmes du Paris Saint-Germain? Tous finalement, sauf deux trois à l'échelle du continent européen. C'est vrai que cette équipe-là peut bien faire mieux avec une direction sportive qui prend la priorité sur son marketing, parce que de toute façon finalement tout se résume quasiment à ça, et un peu de patience de la part de ses dirigeants, que ce soit Nasser El Khelaifi et Leonardo. Mais en même temps, j'ai envie de te dire, combien font mieux? Là, ils sont à 12 points devant Lille, Marseille, Nice, dont on va vanter tous les mérites de leur coach, etc. Oui, le foot, c'est un sport d'argent, et ceux qui ont plus d'argent font généralement mieux, mais c'est une réalité qui n'appartient pas qu'au Paris Saint-Germain. Donc, après plusieurs jours de folie finalement sur tous les débats qu'il y a pu avoir en France, sur ce beau triplé de Karim Benzema, et qu'est-ce que ça veut dire à l'échelle du Paris Saint-Germain. Personnellement, j'ai eu envie de prendre du recul et puis me dire que bof, il y a pire, et il n'y a pas beaucoup mieux non plus. Donc c'est Jean, ça. je veux t'entendre là-dessus dans un instant, mais Sid, ça dit quoi justement parce que tout déboule à partir de là. En passant, c'est très, très rare. Je me trompe beaucoup trop souvent pour fanfaronner comme ça, mais vous rappelez-vous quand Messi a signé, puis je vous ai dit que ça passerait pas les huitièmes de finale en Ligue des Champions? Je voulais juste vous rappeler ça. Oui. Yes. Et bref, tout Yes. déboule à partir de là. Mais je répète, là, je me trompe beaucoup trop souvent pour fanfaronner, mais à quelque part, c'est ça le Paris Saint-Germain. C'est un roman savon qui arrête jamais, qui se réinvente toujours. Mais pendant qu'on a le focus sur Paris, on oublie peut-être que c'est moins Karim Benzema a marqué 3 buts en 17 minutes que le Paris Saint-Germain l'a échappé. À quelque part, Sid, est-ce que ça résume pas la carrière de Karim Benzema, ça? Non, non, parce que je pense que la conversation a changé sur Karim Benzema. Il a, avec les deux buts qu'il a marqués contre Mallorca, dépassé Thierry Henry dans le Mhm. nombre de buts total pour un attaquant français. Donc la discussion est en train de changer radicalement pour Karim Benzema, dont le retour en équipe de France a aussi amélioré Mhm. son CV, si je puis dire. Et il a l'occasion, avec Qatar 2022, de changer encore plus la conversation à son sujet. Donc ça a mis du temps peut-être, mais en même temps derrière Ronaldo à son prime, c'est normal que ça mette autant Mhm. de temps. 6 ans aussi d'exil de l'équipe de France, c'est normal. Mais non, Karim Benzema, je pense que tout le monde, ce n'est plus le joueur sous-coté non, c'est limite peut-être même aujourd'hui même le favori pour le nouveau Ballon d'Or, dont on reparlera peut-être. Mais non, Benzema, Tu il a penses, son mot à dire. c'est intéressant au-delà des stats, parce qu'à un moment donné, les stats, ça fait pas mentir, là. Au-delà des stats, tu penses que dans 15 ans, Karim Benzema, Thierry Henry, j'ai l'impression que l'aura entourant Thierry Henry est intouchable, alors que Karim Benzema, il y a toujours un... Ouais, tu penses que les deux vont vraiment être dans la conversation quand leur carrière va être terminée depuis plusieurs années, les deux? Forcément, je peux pas te répondre avant le Qatar. Je peux pas te répondre. L'équipe de France est l'une des meilleures équipes, des meilleures sélections. Si ça va très loin au Qatar, Mhm. la discussion, elle change. Au même Change. âge, Thierry Henry, il était au New York Red Bull, et bon, ils ont gagné un supporter shield sur son passage, mais bon, c'est pas non plus comme s'il cassait tout. Forcément, le fait qu'il a joué au Real Madrid, tandis que l'autre a joué à Arsenal, en termes de palmarès, ça change beaucoup de choses. Donc non, là, pour une génération peut-être un peu plus jeune, la question est très vite répondue. Hein. On est plus rendu à défendre qui Benzema. était Thierry Henry. Non, Mais ouais, ça, on était plus rendu à défendre qui était Thierry Henry pour certains plus jeunes. Bon, après, bon, c'est toujours des questions de génération. Et puis, Jean me dirait que Papin ou Platini, qui sont pas vraiment, enfin, sont ouais, encore ouais. même au-dessus. Donc, voilà. Jean, je sais que tu vas ajouter quelque Raymond chose Coppa. là-dessus, mais, mais j'aimerais... Jean, je voulais pas non plus te. Jean, je Vas-y. sais que tu vas Au ajouter revoir. quelque chose là-dessus, mais il y a un autre élément que j'aimerais ça que tu touches aussi dans tes commentaires, c'est cette Coupe du monde-là au Qatar. Parce que moi, je me pose la question. Il y avait évidemment un plan stratégique, là. C'était pas sine qua non que le PSG et la Coupe du monde au Qatar allaient ensemble, mais il y a certainement des voies parallèles. Le fait que ça arrive à l'automne, à Noël, cette Coupe du monde-là, est-ce que ça change les décisions que tu prends cet été? Là où je veux en venir, c'est, mettons que ta Coupe du monde,
est cet été au Qatar. Est-ce qu'il y a comme une fin de cycle? Sid parlait de 10 ans pour les propriétaires qataris à Paris. Est-ce que tu dis, bon, on a mené ça à bon port, on a fait ce qu'on avait à faire pour je parlais de cette carte postale politique du Qatar. Après, on peut s'obstiner avec ça là, jusqu'à mort sans suivre. Mais est-ce que le fait que ce soit en novembre, ça change ce qui arrive cet été à Paris ou c'est deux dossiers complètement séparés? Ils ne peuvent pas être séparés. Ils peuvent pas être séparés. Je suis assez ambivalent là-dessus. C'est que, en fait, il y a plusieurs tiroirs dans ta question. C'est que, d'abord, jusqu'où va l'implication du QSI avec le PSG vis-à-vis de la Coupe du Monde? Phil le souligne aussi. Est-ce qu'une fois que la Coupe du Monde est finie, clac, on débranche ou on dit bon, bah écoutez, c'est bien maintenant, passons à autre chose? Je pense pas. Je pense que ce serait, étant donné que derrière, il y a quand même une machine qui cherche à vendre un produit qui est beaucoup plus gros que le PSG, mais qui est le produit du Qatar, essentiellement. Partir comme ça, ce serait une extrêmement mauvaise affaire de relations publiques. Et que là, tu cracherais en gros sur tout ce que tu as fait depuis plusieurs années et que ça passerait assez mal. Est-ce que la Coupe du Monde, du fait qu'elle bascule sur une autre saison, force une autre façon de penser? Oui, certainement, parce que il y a suffisamment de dirigeants qui sont proches du PSG qui vont être impliqués dans cette Coupe du Monde et que pour eux, le focus il va tourner plutôt sur la Coupe du Monde. Le projet PSG pourrait être mis entre parenthèses durant un moment, sachant que, mine de rien, et je ne pense pas que ce soit d'ailleurs totalement innocent, il y a eu un effort monumental qui a été fait d'aller chercher du monde l'été dernier, en se disant est-ce qu'on bâtit un PSG pour les 2-3 ans qui viennent, parce qu'on sait que là, on a une échéance qui va être un peu plus importante et qu'on devra un petit peu laisser le projet PSG de côté. Donc voilà, un petit peu toutes les interrogations qu'on a. Et en fait, ça rejoint un petit peu notre discussion sur et maintenant PSG, parce que je suis d'accord avec l'analyse de Sid qui dit que, bon, bah, regarde tout ce qu'ils ont fait, regarde tout ce qu'ils ont gagné. Oui, effectivement. Maintenant, c'est clairement le projet PSG, c'est clairement pour là encore, une vitrine, pour arriver à vendre une image, un produit. Maintenant, et que donc tu fais toujours une sorte d'équilibre entre ton projet commercial, on va dire, et sportif. Là, on arrive à un moment où quand même, tu as fait tout ce que tu pouvais. Je pense que tu es au bout de ton chemin au niveau de ce que tu es capable d'aller chercher au niveau joueur. Neymar, Mbappé, Messi, franchement, là, tu peux pas. Tu peux pas. Tout ce que tu vas aller chercher derrière, ce sera à ce niveau-là, au niveau. Ce sera une régression, d'accord? Maintenant, il faut que, pour que ce soit pas risible et ridiculisé et que ton projet tombe à l'eau, il faut que sportivement, il y ait quand même un palier supplémentaire franchi. Parce que là, ce que tu fais, c'est que tu as créé quand même une situation qui se nourrit d'elle-même et qui demande encore plus, encore plus. Je suis d'accord avec les 27 titres, mais ça fait qu'on en demande encore plus et qu'on ne va pas se satisfaire du côté de Paris et du côté du brand et des gens qui consomment du PSG à un autre titre de champion de France ou une Coupe de la Ligue ou une Coupe de France. Oui, mais il y a aussi le fait que le PSG, dans son ensemble, son projet, 27 titres, écoute, moi je suis fan de Manchester United, c'est pas moi qui cracherais sur 27 trophées dans les 10 dernières années, là, on s'entend. Depuis le départ d'Alex Ferguson, c'est assez tranquille. Ceci dit, Lionel Messi, c'est la version micro du PSG en macro. Tu as toujours parlé de la Ligue des champions, tu t'es jamais caché que c'est après ça que tu cours. Et les investissements que tu as faits, les joueurs que tu es allé chercher, c'était par défaut, ça t'a donné 27 trophées, mais ça t'a pas donné celui pour lequel tu as tout construit ça. Et à quelque part, moi, j'admire toujours, tu sais, Wilfried Nancy avec le CF Montréal, là, au début de l'année, il dit ça prend 13 victoires. Moi, j'admire ça. J'ai toujours admiré ceux qui disent voici l'objectif qui, selon nous, nous donne accès à. Tu peux juger en cours de route et
c'est peut-être trop dramatique, là, mais ça te met un peu la tête sur le billon en disant, c'est ça l'objectif. Je me mets à nu là, en vous les montrant d'avance. Et ça, je pense qu'il faut les admirer, le Paris Saint-Germain, pour l'avoir fait. En même temps, il faut aussi constater que ton objectif ultime, tu ne l'as jamais Et accompli voilà. encore. Et là, il faut peut-être que tu prennes une tangente un peu différente. On va changer de registre. On se tourne vers le Classico qu'on va présenter d'ailleurs en fin de semaine sur les ondes de RDS, Jean. Euh, est-ce que c'est le Real, tu sais qu'avec ce qui s'est passé plus tôt cette année, avec ce que Madrid, Benzema, Ancelotti viennent de faire en Ligue des Champions face à Paris, tu sais un peu ce que tu vas avoir. Pour le Barça, Hmm. est-ce que c'est l'ultime moment pour voir quel chemin tu as fait depuis l'arrivée de Xavi? Je pense que oui. Je pense que oui, parce qu'il y a eu clairement un électrochoc qui a dépassé simplement le fait de changer d'entraîneur et d'aller chercher Xavi. Il y a eu un changement profond dans la nature même de l'équipe, ce qui n'était peut-être pas attendu et qui était un peu quand tu écoutes, quand tu vas rechercher les discours de l'époque, donc de l'automne dernier, tu t'aperçois que tout le monde commençait à parler du moyen, long terme. Personne ne s'attendait à un changement aussi radical et aussi rapide. Ce qui est tout à son honneur parce qu'il a fait quelque chose d'assez fantastique. Les deux clubs sont affrontés d'ailleurs au mois de janvier, c'était pour la Super Coupe d'Espagne. Et ça a été quelque chose d'assez haut au niveau spectacle, au niveau engagement. Il a montré que Barcelone n'était vraiment pas loin. Le match est allé en prolongation. Donc, oui, ils ont rattrapé une grosse partie de leur retard. Et c'est vrai que là-dessus, tu dois dire, Xavi a fait un boulot phénoménal. Là encore, sur du court terme, parce qu'il est arrivé, il a jamais véritablement quitté Barcelone. Tu sais que quand il était à Assad, il suivait encore les matchs, il regardait les joueurs qui étaient bon, parce qu'on savait très bien et on en parlait ici qu'il Ouais. était comme programmé pour revenir à un moment, mais il avait encore des tas d'analyses, de fiches. Il avait déjà des concepts sur le type de joueur qu'il voulait aller rechercher et avec son staff d'ailleurs, parce que ce qui est amusant, si tu veux, c'est qu'il y a quand même un noyau. Quand tu vois le progrès et le travail qui a été fait, tu te dis qu'il n'y a pas que lui. Ivan Torres, qui est son préparateur physique, c'est un ami d'enfance, ils ont toujours travaillé ensemble. Son assistant Oscar, c'est son frère. Donc, tu sais, il y a quand même quelque chose qui fait que une réunion technique, c'est un petit repas de famille, quoi, quasiment. Donc, tu peux travailler pas mal plus vite. Et quand ils sont arrivés à Barcelone, ils ont tout de suite décidé de changer un certain nombre de choses. Tu entends les gars parler, tu dis, OK, il y a quelque chose qui s'est passé parce qu'ils parlent des entraînements en disant, waouh, ils sont arrivés avec des façons plus ludiques, plus intéressantes de travailler, qui font qu'on se sent beaucoup plus concerné, on se sent beaucoup plus impliqué. Il y a des petites compétitions amusantes entre nous qui créent un état d'esprit. Et dans le jeu, il y avait cette philosophie que j'avais dit, jeu de position, jeu de possession, mais qui fait que les joueurs l'ont assimilé, d'abord parce que pour beaucoup le bagage était là, hein, tous ceux qui sont passés par la formation à Barcelone, c'est Mhm. une idée monolithique un petit peu, euh, et, ça a très très vite gagné. Tu vois comment des gars comme Frankie de Jong, en particulier je pense à lui parce qu'il est vraiment au cœur de la machine, Ouais. a haussé sa capacité à comprendre le système, et comment les gars qui viennent d'arriver là, que ce soit Aubameyang, que ce soit Traoré, que ce soit Ferran Torres, malgré les critiques qu'il y a pu y avoir sur lui, tu vois que petit à petit, il est en train de rentrer dans le système. Et ben ces gars-là, ils s'y mettent parfaitement. Dani Alves, j'en parle même pas parce qu'il connaissait la maison et que lui, clairement, il est venu parce qu'il avait un habitué de la maison. Donc, il y a eu clairement une grosse marche de franchie beaucoup plus vite que c'était attendu. Alors c'est intéressant parce qu'on arrive à une sorte de croisée des chemins, au sens où tu as ce Barcelone qu'on voit et dont on se dit, OK, il y a quelque chose qui est en train de s'allumer vraiment là et qui va peut-être nous montrer une belle, belle, belle équipe pour les 2-3 années à venir. Et tu as un Madrid dont on questionne vraiment, et c'est pas nouveau de cette année, qu'est-ce qu'ils vont devenir. Parce que clairement, cette équipe-là, on a l'impression qu'elle prolonge sa durée de vie de façon extraordinaire d'ailleurs, mais qu'elle prolonge sa durée de vie
sans qu'on sache trop ce qui va se passer ensuite. À l'approche du Classico, le seul bémol que j'apporterais, c'est ce que tu as vécu dans les jours qui ont précédé. Le Real a battu Mallorca, c'était lundi. Après, tu as presque une semaine complète pour te préparer en vue du Classico dimanche. Pour le Barça, c'est un peu plus compliqué. Un déplacement, c'est 0-0 après l'aller en Ligue Europa. Maintenant, tu te déplaces en Turquie pour affronter Galatasaray. C'est pas le turnaround le plus tranquille pour après ça revenir et jouer un classico en Espagne. Bref, ça va être super intéressant à suivre. Je le répète, vous pouvez voir ce classico-là avec un avant-match de 30 minutes, un avant-match complet. J'y serai en compagnie de Vandré Lefebvre et toi, Jean, tu seras aux côtés de Claudine pour la description. Sid, avant de passer au sujet chaud, je te parlais tout à l'heure que je les prendrais, les 27 titres à Manchester United, même si ce n'était pas la Ligue des champions. Cristiano Ronaldo, maintenant qu'United est éliminé par l'Atlético Madrid cette semaine de la Ligue des champions, est-ce qu'il faut faire là, un constat d'échec, malgré le fait que, d'un point de vue personnel, quand tu regardes, et là, je ramène ça là, au b.a.-ba du débat Ronaldo-Messi, je pense que Messi se prend une claque cette saison. Individuellement, Ronaldo continue quand même à marquer, mais collectivement, il y a quelque chose qui cloche. Est-ce qu'il faut considérer que son retour à Old Trafford, c'est un échec, c'était une erreur? On n'a pas le choix. On peut retourner le problème, mais on n'a pas le choix. Et ça, malgré que je pense même pas qu'il passe la phase du premier tour de Ligue des Champions sans ses buts salvateurs. Et que peut-être qu'ils sont même encore moins bien classés au championnat. Mais on n'a pas le choix parce que tu as une équipe, si pour moi, dont je vais prendre le point un peu de repère du fameux restart en 2021, qui roule comme jamais. C'est le Manchester qui bon, on enlève les titres, mais qui dans le niveau de jeu ressemble comme deux gouttes d'eau à celui de Ferguson. Ça va vite. Pogba, Fernandez, au milieu, c'est extraordinaire. Tu as tous ces jeunes, Rashford, tu as l'éclosion de Greenwood aussi, et tout d'un coup, tu te dis qu'est-ce qui leur manque vraiment. Tu te dis avec un central et peut-être un tueur, comme on dit dans le jargon, c'est bon, ils sont en route. Tu leur donnes Varane, dont on parle même pas, et ensuite tu leur donnes un des tueurs ultimes qui est donc CR7, puis tout d'un coup, la machine s'enraye parce que tu as un leadership qui est compliqué avec Cristiano Ronaldo, et que comme on retrouve un Fernandez type Portugal, un peu bridé dans ses intentions, qui est moins spontané dans son jeu, dans ses frappes, etc. Et on a une équipe qui a plus de tolérance à quoi que ce soit, finalement. Ça devient électrisant jusqu'à, pour moi, le départ de Ole Gunnar Solskjaer, que je disais à l'émission. Mais bon, parfois, on se trompe. Hein. Celui de Koeman aussi. Je vais être parfaitement transparent. Je ne pensais pas qu'il fallait virer Koeman tout de suite, mais j'ai complètement tort au vu de tout ce qui se passe à Barcelone. Et donc une situation où Manchester est même pas dans le top 4. Sans même loin de l'être avec les matchs en main d'Arsenal, sort en huitième de finale de Ligue des Champions, a quasiment régressé sur tous les plans objectifs. À quel but quand tu ramènes Ronaldo, c'est pas pour ça. Et c'est pareil pour la Juve. Quand la Juve ramène Ronaldo avec un cycle où ils font 2 finales de Ligue des Champions dans les 3 années précédentes, c'est pas pour se faire éliminer contre Lyon ou que sais-je dans leur parcours. Donc moi je pense que c'est dur, je sais qu'on va se faire ramasser sur les réseaux sociaux, en tout cas moi, mais c'est un échec sportif. On peut pas dire autre chose. On part sur une saison blanche pour United. Et la première pour Ronaldo en 16 ans de carrière. Ouais, ça, c'est celle qui va faire mal à Cristiano Ronaldo. Ça, c'est. Va falloir être créatif pour les posts Instagram à la fin de la saison là, pour trouver quelque chose à spinner, surtout sachant que c'est compliqué aussi pour les qualifs de Coupe du Monde. On va passer au sujet chaud, les gars, si vous le permettez. J'ai eu l'occasion de m'entretenir à la radio le week-end dernier avec Laurent Simon. Je lui ai posé la question. Tu sais, Laurent, tu es arrivé il y a 7 ans. C'est fou quand même, là, il y a 7 ans en MLS. Qu'est-ce qui a le plus progressé? Puis ça a été intéressant de l'entendre dire, moi, mon premier match, c'était à DC United, dans le vieux stade à l'époque, puis j'ai rien compris. J'ai absolument rien compris. Le pressing arrivait quand ça devait pas, ça arrivait pas quand ça devait. Il dit, au bout de 7 ans, c'est fou, la progression. Il n'y a absolument rien de comparable dans le jeu, que ce soit l'exécution technique, la réflexion tactique aussi.
en 2022 par rapport à ce que lui a vécu à son arrivée en 2015. Donc, Johan Sid nous pose une question par rapport à ça. Selon vous, où est rendu le niveau de jeu de la MLS versus les ligues européennes en 2022? Et les suggestions de Johan sont intéressantes. Il dit, par exemple, est-ce que c'est supérieur à la Jupiler League en Belgique, la Ligue 2 peut-être, la Série B? C'est toujours très difficile et extrêmement subjectif parce qu'on ne peut pas mettre toutes les ligues européennes dans le même bateau parce que ce n'est pas équivalent d'un pays à un autre, mais tu vois ça où en 2022? Bah écoute, par rapport au choix proposé par Johan, je vais rester dans la même idée que pour ta jeune Buchanan. Moi, je pense qu'il progresse quand il va des Revs à Bruges. Si je pense qu'il progresse, c'est parce que je pense que la Ligue est meilleure. Et si d'autres pensent la même chose, c'est aussi parce que ça sous-entend que la Ligue est meilleure et aussi parce qu'il y a la fameuse Ligue des Champions qui quand même qui est le gros différentiel, même pour des championnats de second rang en Europe. Maintenant, je suis d'accord avec Laurent Simon, je suis d'accord avec le constat que la Ligue progresse, mais il ne faut pas non plus penser que les ligues européennes sont statiques. C'est que leur marge de progression est beaucoup moins grande, effectivement, mais ça reste des ligues qui, quand même, s'améliorent aussi dans leur contenu. On prend le cas de la Ligue 1, cette année, la Ligue 1, enlevant les tribunes, le niveau de jeu de la Ligue 1, vraiment de très très grosse qualité, c'est vraiment très intéressant. Je veux dire, la première ligue, là, qui pensait que Liverpool allait pouvoir attraper City, on a une course à 4-5 pour aller chercher les places européennes. On a pareil, là, on a un Classico qui donne envie d'être vu du côté encore, ça fait longtemps d'ailleurs que le Classico est pas redevenu excitant. Pareil, je veux dire, en Italie, c'est la même chose. Donc non, moi, ça me dérange pas finalement. J'ai toujours dit Non, non. que les Turcs, ils aiment leur championnat, les Grecs aiment leur championnat, je sais pas, les Sud-Africains, ils aiment leur championnat. Puis on n'a qu'à aimer notre championnat. Je veux dire, les comparaisons, bon, ok, très bien, je peux comprendre leur intérêt, mais c'est pas ça qui doit être notre le plus important au final. Et après, bon, ce qui est difficile, c'est les locomotives. On a des équipes, oui, genre comme NYCFC en ce moment, LAFC, Atlanta sur les 5 dernières années, etc. C'est les locomotives, mais après, il y a Cincinnati, Minnesota, DC United. Donc, il y a quand même, mais il y a quand même, il y a quand même une parité, et c'est là où tes propos sont super intéressants. Il y a une parité en MLS qui fait que, oui, tu ne peux pas comparer Cincinnati en ce moment à Atlanta, je suis d'accord avec toi. Mais est-ce qu'on peut dire que ce sera toujours incomparable dans 3 ans? Non, parce que la parité fait en sorte que tu es peut-être plus menotté. Tu ne peux pas, en milieu de championnat, décider, comme tu peux le faire en Europe, de casser la banque puis aller chercher quelqu'un qui change du tout au tout ton équipe. Du moins, c'est beaucoup plus difficile de le faire en raison des mécanismes. Et ta comparaison avec tes gens de Buchanan, c'est tellement intéressant parce que est-ce qu'on parle du championnat belge ou est-ce qu'on parle de Bruges? Est-ce que tu parles de l'Eredivisie en Hollande exact. ou est-ce que, tu Ouais, sais, tout à fait. parle-moi de Herenveen ou signé à l'Ajax Amsterdam? Je veux dire, tu me parles pas de la même ligue, mais tu me parles d'un même championnat. Et c'est là où je pense qu'on peut noter les avancées qui sont faites parce que entre signer pour n'importe qui en Europe versus rester avec le LAFC, le NYCFC ou les Revs avec Bruce Arena, sur qui moi j'ai tourné le dos à Bruce Arena. Tu as dit tout à l'heure, toi, que tu avais tort avec Ronald Koeman. Moi, dans la catégorie, j'avais garoché Bruce Arena aux poubelles, puis j'étais complètement dans le champ. Là. Je suis pas mal au sommet de la liste. Mais maintenant, c'est ça la différence. Il y a 7 ans, tu aurais dit n'importe qui en Europe me veut dans un club, dans un club belge, go, je signe. Maintenant, c'est pas la même chose. Et je pense que c'est ça l'avancée. C'est pas juste à quel championnat, mais c'est quelle équipe dans ce championnat-là. Jonathan David, s'il signe à Norwich ou s'il signe à Arsenal, il signe dans le même championnat, mais tu sais, c'est pas la même mise sous contrat du tout. D'abord, si tu es son agent, j'ai l'impression, et surtout si tu es lui pour ce que ça donne comme carte de visite. Super intéressant cette réponse-là. Sid, Thomas Villeneuve, maintenant, Jean, nous demande, avec toutes les sanctions, qu'est-ce que nous réserve l'avenir? Et boy, là, tu as besoin de combien de temps? L'avenir de Chelsea. Ça va prendre du temps. Wow. D'abord, donc Roman Abramovich, il doit vendre le club et donc on est mercredi aujourd'hui,
repreneurs, enfin les projets de reprise doivent être déposés et présentés ce vendredi. Donc on va voir exactement combien de groupes sont intéressés. Il y en a déjà 3, 4 qui semblent se mettre devant, essentiellement américains, américano-suisses sont les deux projets leaders. Il y a un projet qui est représenté par un milliardaire turc aussi. Mais bon, disons que, mais pour l'instant, aucune ne semble vraiment arriver à l'endroit où du côté de Chelsea, on aimerait que la vente ait lieu. Qu'est-ce que ces sanctions veulent dire pour l'instant? C'est que Chelsea a ses ceintures au niveau budget, au niveau disponibilité. Euh, les boutiques sont fermées. Ils ne peuvent pas faire d'argent sur les ventes des billets. Ils sont limités dans leur budget pour voyager au point que tout le monde rigolait en disant heureusement que vous allez à Lille en Ligue des Champions, parce que si vous alliez plus loin, ça coûterait plus cher, vous seriez au-dessus du budget. Donc, c'est vraiment serré à ce point-là. Donc, écoute, moi, je m'attends à ce qu'il y ait quand même un repreneur et qu'un repreneur soit mis soit relativement rapidement pris, accepté, et que ensuite ils s'attaquent au premier projet qui va être qu'est-ce qu'on fait de l'effectif et quel recrutement, où on va sportivement, Ah oui. on va dans le groupe, parce que clairement, pas durer comme ils l'ont fait sous Abramovich, avec tous les contrats, avec la durée des contrats, avec les montants des contrats qu'ils ont, avec un nombre incroyable de joueurs. Tu sais, cette fameuse liste des joueurs prêtés aux quatre coins d'Europe qui a plus vraiment de sens actuellement. Donc, il va y avoir d'énormes restrictions budgétaires imposées par les prochains propriétaires sur d'abord la taille de l'effectif, le type de contrat qu'on va donner, et forcément, ça va avoir une incidence sur les joueurs les plus haut de gamme. Donc, je te dirais que rapidement, assez court terme, j'ai peur que Chelsea soit obligé de faire avec minimum et qu'on ait pour des raisons complètement différentes un petit peu ce qui s'est passé à Arsenal, par exemple, c'est-à-dire être limité dans les budgets, dans la recherche des joueurs et une direction qui va vouloir mettre la pédale douce et disant on va pas s'emballer tout de suite parce que on veut assainir et repartir sur quelque chose de très très propre. Donc c'est pas très Dans optimiste le fond, Jean, comme prévision. juste pour être clair, tu es en train de dire que là, à Chelsea, ils vont inventer eux aussi un trophée que tu reçois à chaque fois que tu as la 4e place en Premier League? Ouais, peut-être C'est qu'il y aura Arsenal, c'est ça, non? effectivement peut-être il y aura peut-être même un match de gala entre les deux pour faire ça. Oh Mais boy. Ramenez Arsène Wenger, s'il vous plaît. yeah, exactement. Mais non, je pense que, enfin, peut-être que je me trompe peut-être, mais j'ai vraiment peur qu'il y ait, même s'il y aura toujours la volonté d'aller signer un ou deux joueurs, je pense qu'on sera quand même très loin de ce que Chelsea est capable de faire et d'aligner maintenant comme joueur, comme salaire, comme joueur majeur dans les transferts. Je pense que là, ça va baisser, ça risque de baisser sérieusement et qu'il risque d'y avoir une sorte de décalage vis-à-vis des supporters pour ça. Et justement, c'est là où je voulais en venir pour conclure là-dessus. C'est ce qui m'attriste le plus. Le supporter moyen. Tu as des supporters là, en ce moment qui chantent le nom de Roman Abramovich, qui passent par-dessus un moment de silence pour les gens qui vivent l'invasion en Ukraine. Je pense que ça, c'est manquer de perspective un peu. En même temps, je reviens à l'image de base. Moi, la première fois que je suis allé à Old Trafford, ma grand-mère m'a amené là, rentrer dans le Megastore, m'acheter un souvenir. Écoute, j'ai des frissons là, quand j'y pense aujourd'hui. Je pense à un enfant qui va à Stamford Bridge pour la première fois à 8-9 ans. Tu ne peux pas rentrer dans le magasin là-bas. À partir du moment où tu sais où l'argent va et que ça ne va pas dans les poches de Roman Abramovich, je pense que tu pourrais... Ça devient un geste plus politique que d'autres choses. Tu envoies un message parce que dans les faits, tu as des supporters qui vont être privés de quelque chose et un club, là je parle seulement du sportif,
qui va être privé aussi parce que tu passes au prochain tour en FA Cup, par exemple. Il arrive quoi? On demande de jouer à huis clos, après ça, on se rétracte, mais c'est comme devenu un fourre-tout qui nous fait oublier qu'à la base, tout ce qu'on veut, c'est que Roman Abramovich soit pas capable de faire de l'argent puis soit pas capable de contrôler clairement. ses actifs, dont Chelsea Football Club. Bref, ça va être fascinant à suivre ça au cours des prochaines semaines. Ça va aller plus vite, comme tu le disais. Probablement des prochains jours. Sid, il y a Pops qui nous demande, pensez-vous que Zidane pourrait entraîner le Paris Saint-Germain la saison prochaine? Je pense que les carottes sont cuites pour Mauricio Pochettino, à moins d'une surprise de la part de la direction. Ou est-ce que Zidane attendra l'appel de la sélection nationale? Ouais, c'est la grande question et puis c'est compliqué d'y répondre. Je pense que Zidane, s'il a les coups des franches dans le projet parisien, donc c'est-à-dire sans Leonardo, clairement, avec un Nasser qui reste à distance, mais c'est le cas depuis quand même 2-3 ans du côté de Nasser Al-Khelaifi. Il peut considérer, donc il peut le considérer parce que Didier Deschamps, un départ que tout le monde pensait évident après l'Euro, ne semble pas du tout dans ses plans. Donc, c'est pas une garantie non plus. Je veux dire, l'équipe de France fait bien à la Coupe du Monde. C'est pas une garantie que Didier Deschamps il veut partir comme Aimé Jacquet en disant voilà c'est bon non ça a l'air d'être un gagneur insatiable et un gagnant pardon insatiable et puis c'est pas une garantie non plus donc mais c'est le destin de Zidane aussi donc c'est très compliqué de le savoir mais je crois que il faudrait que s'il y a une page blanche sur le projet sportif Paris Saint-Germain et on donne le crayon à Zidane et qu'il vraiment il sent qu'il peut faire tout ce qu'il a en tête avec qui il veut. Il pourrait le considérer. Après, ça va dépendre aussi du départ ou pas de Mbappé, par exemple. La question est liée forcément. Mais je sais pas, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Mais c'est un projet qui est tellement illisible que ce qui te semble évident, comme tu te dirais, le départ de Pochettino, par exemple, ne l'est pas du tout pour eux. Il y a rien ils font rien que tu penses que la chose est la plus évidente d'être faite. Et c'est pour ça que c'est toujours compliqué de prévoir ce que fait le Paris Saint-Germain tout le temps. Avec Zidane, moi, pour répondre à cette question-là, la première chose qui me vient en tête, c'est tu as une carrière de joueur légendaire. Tu as maintenant une carrière de coach légendaire. Pourquoi tu irais te mettre dans ce bourbier-là? Et j'entends Zidane me répondre, un film un peu extraterrestre là, qui se passe, il est dans mon salon, mettons, puis il me répond, ben justement, pour ça. La même chose qu'il avait dit, rappelez-vous, quand il fait sa panenka, il y a quelqu'un qui dit, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi pas juste taper dans le filet? Ben, les gens s'en seraient pas rappelés. Tu sais, il réfléchit de cette manière-là. Imaginez la Ligue des champions, tu gagnes avec Zidane. Tu sais, juste, on peut-tu juste commencer avec de où Zidane vient? C'est un gars du Sud qui s'en vient à Paris, vous faire ce que vous n'avez pas été capable de faire. Bref, ce serait fascinant. Je ne sais pas combien de temps ça durerait, d'un côté comme de l'autre. Et tu as parlé des coups des franches, Sid. Je pense que Zidane ne se pointerait jamais là en pensant que quelqu'un allait Clairement. intervenir dans ses affaires. Et ça, je pense que c'est ce qui fait en sorte que soit ça a la possibilité de fonctionner ou ça n'a tout simplement pas la possibilité d'exister, un scénario où Zidane est à la barre du Paris Saint-Germain. On termine, Jean, avec une question du staff. Le retour de Christian Eriksen en sélection nationale. Toi qui es, tu es notre historien, moi j'ai fait des études en histoire, mais tu es notre historien de service quand vient le temps de parler du foot. Si tu remontes dans ta boîte à souvenirs et peut-être au-delà, des belles histoires de l'histoire du soccer, ça se compare à quoi? Eriksen qui revient. Le gars était mort l'été dernier sur le terrain à l'Euro. Waouh! À quoi ça se compare? J'aimerais te dire, ça se compare à rien d'autre. Parce que c'est tellement extraordinaire comme histoire qu'elle existe toute seule. Ce gars-là, effectivement, est incapable dont on a cru qu'il serait incapable de rejouer et dont on a craint clairement pour la vie, soit aussi vite, ça fait moins d'un an, capable de rejouer, puisque là, ça y est, il a déjà joué au niveau Mhm. compétitif à Brentford.
et qu'il soit rappelé en sélection avec quasiment un objectif de rejoindre la Coupe du Monde, c'est merveilleux. C'est absolument merveilleux à tout niveau, au niveau de lui, du joueur, mais de ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, de l'environnement qu'il peut y avoir, des capacités qu'on a en médecine. Écoute, t'as Nwankwo Kanu qui devait, quand il est passé de l'Ajax à l'Inter, dont on avait à sa visite médicale décelé un problème cardiaque et l'idée était que quoi, il devait plus jouer complètement. 2 ans après, il dispute une Coupe du Monde. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'assez incroyable. Je pense que là, avec Eriksen, on est à quelque chose d'encore plus fort, vu d'où on vient. Clairement, ça questionne sur l'importance de ces vérifications, de ces check-ups qu'on fait régulièrement auprès des gens pour essayer de déceler le plus régulièrement et de façon la plus pointue possible d'éventuels problèmes. Mais c'est vrai que d'un autre côté, tu dis, waouh, c'est totalement fantastique ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Oui, les seules autres histoires qui me viennent en tête, c'est des histoires de résilience, mais après un moment tragique où on a perdu des gens. Tu sais, Oui, oui, effectivement. Chapecoense, par exemple, tu sais, qui revient, qui rebâtit une équipe mais les gens sont morts dans cet accident d'avion-là. Donc, Yeah. raison, je pense qu'il n'y a pas vraiment de comparable. Tiens, peut-être que les gens à la maison penseront à quelque chose. Si vous êtes en voiture, tweetez pas tout de suite, mais vous pourrez prendre le temps de nous envoyer un petit message quand vous serez arrivé à bonne destination. Sinon, ben, faites-le. Vous pouvez écrire à Sid, qu'on a perdu là, en cours de route au cours des derniers instants. Voilà, Sid, tu es revenu, tu t'es fait flusher en bon français. On va expliquer aux gens là, la magie de la télé / enregistrement sur le web. On a une plateforme qu'on utilise pour différentes émissions. Je pense que quelqu'un a voulu se brancher et toi, en bon français, tu as été flushé, mon Cid. C'est pas qu'on t'aime pas, mais on est très heureux de t'avoir pour te poser la question suivante, question que j'aime vous poser en terminant l'émission. Qu'est-ce que tu surveilles au cours de la prochaine semaine? Bon, c'est beau. Et en plus, j'ai même pas fait mes devoirs pour savoir. Mais pour moi, c'était les classicos, sachant qu'en plus, quand on le diffuse, non, c'est le match à ne pas manquer assurément cette fin de semaine. C'est Jean, t'as pas le droit de répondre ça. Fait que trouve-toi quelque chose d'autre si c'était ta réponse. Bon, Olivier, Liverpool Man United? Oui, Oui. ouais, mais tu sais, moi, je fonde pas trop d'espoir. Hein. J'ai regardé le match, c'est la frustration à quelque part. Quand le vase est plein, tu te dis, ben, peut-être qu'on va pas trop fonder d'espoir sur ce qui s'en vient après, surtout quand c'est face à Liverpool, mais tu as raison. Puis évidemment, on enregistre en ce moment le mercredi matin, donc ce soir au Stade olympique, on espère voir une version soft de Cameron Porter en quart de finale en 2015, parce que je ne pense pas qu'il y aura 35 000 personnes, mais qui sait, peut-être quelque chose d'extraordinaire comme événement pour vraiment apporter un buzz monstre pour les demi-finales de Ligue des champions CONCACAF. Ce serait bien de voir les troupes de Wilfried Nancy se qualifier pour le corridor, sachant qu'en MLS, ben, c'est un peu compliqué. C'est souvent le cas pour les équipes de MLS qui se retrouvent en Ligue des champions pour commencer l'année. Les gars, toujours un plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous à la maison. Merci de nous poser vos questions. Continuez de le faire sur Twitter tout au long de la semaine avec le hashtag LDSF. Continuez de consommer et de partager le contenu sur le rds.ca/balado-diffusion sur iHeartRadio également et toutes vos plateformes préférées.